Ceux qui traversent les mondes, livre 1, La colère. Auteur Muriel Gavila. Chapitre 9, La grande arène. Liam était étendu sur le sol, le souffle coupé. Il venait d'être frappé fortement à l'estomac. Ses habits étaient recouverts de poussière à force d'être projetés sur le sol par son adversaire. Une adversaire en fait, et une coriace. Il s'agissait de Louise, capitaine de la mer des rêves. La jeune protectrice était aussi belle qu'énergique. Son visage angélique, ses longs cheveux blonds ainsi que son aspect longiligne ne laissaient rien paraître de sa force et de sa technicité surnaturelle. Elle lui était supérieure, et ce n'était pas parce qu'il retenait ses attaques. Bien entendu, c'était ce qu'il avait fait au début, c'était une fille, mais il avait vite vu à qui il avait affaire, une capitaine remarquable et sacrément douée. Cela faisait plus d'1 heure que les deux capitaines s'affrontaient dans la grande arène, avec tous les protecteurs et apprentis en spectateurs. Jamais l'arène n'avait été aussi remplie. Il n'était pas de tradition de commencer la formation par un combat dans la grande arène, mais c'était la faute de Liam. Il avait fait une grave entorse à la règle et il était mis à l'épreuve. Pourtant, il ne regrettait rien, ni son mensonge, ni la déception dans les yeux du capitaine Green quand il lui avait dit avoir perdu son couteau. Seul Max savait la vérité et il ne le trahirait pas. « Tu ne te rends pas compte à quel point tes armes sont importantes » avait hurlé le capitaine Green. « Tu ne le sais pas encore, mais tu t'es mis en danger. Tu nous as tous mis en danger. Et en plus, il s'agit du couteau de lune, une arme puissante qui protège les protecteurs depuis des centaines d'années, voire des milliers. Tu me déçois énormément. Ce n'est pas digne d'un capitaine et encore moins d'un guerrier de lumière. » Liam chassa ses pensées. Louise préparait une autre attaque. Il avait appris au bout d'1 heure interminable de combat à lire la petite étincelle dans ses yeux avant chaque nouvel assaut. Elle était prête et il devait se concentrer. Ils combattaient sans armes et il ne pouvait compter que sur leur technique et leur agilité. Il était moins rapide et aguerri que Louise, mais il avait plus de force. Il devait économiser ses déplacements et la forcer à un corps à corps pour l'immobiliser. Louise tenta de lui porter un coup de pied retourné. Elle devait être fatiguée aussi, car elle prenait des risques pour terminer le combat au plus vite. Au lieu de la repousser et de contre-attaquer, il emprisonna son pied et la tira vers lui. Surprise mais pleine de ressources, la jeune capitaine opéra une vrille impressionnante à l'horizontale pour frapper Liam à la tête avec son autre jambe. En se penchant en arrière pour éviter le coup, Liam tomba au sol sur le dos. Sonné, il parvint tout de même à maîtriser son emprise sur la jambe droite de Louise. Il tira de toutes ses forces pour amener le corps de Louise sur le sien. Le corps à corps commençait. La jeune capitaine ne pesait rien. Il lui fut alors facile de la faire basculer pour se retrouver sur elle et bloquer ses jambes avec ses bras. Liam écarta ses propres jambes et les leva pour les rabattre sur le torse de Louise. Elle poussa un cri de douleur car la prise lui enserrait la poitrine. Louise n'avait plus que ses bras et ses mains pour frapper. Et elle frappa, et frappa encore. Les coups étaient forts, mais Liam tint bon et il sentit la résistance de Louise diminuer. Il avait réussi. Liam desserra alors sa prise sur le haut du corps de Louise. Et le regretta aussitôt. La jeune capitaine releva immédiatement son torse et frappa des 2 poings dans l'entrejambe du jeune garçon. Liam poussa un cri de souffrance, Louise se dégagea et se remit en garde, le laissant au sol tordu par des spasmes douloureux. « Les coups au sein sont interdits », parvint à formuler essoufflée la jeune capitaine. « Je suis désolée, mais tu as enfreint les règles en premier. » « Elle a raison, dit JC, qui venait de rejoindre le centre de l'arène, puis il ajouta. « Et elle te l'a bien fait payer, mon garçon. Ne t'inquiète pas, c'est douloureux, mais ça va passer. Je t'accompagne à l'infirmerie. » JC aida un Liam battu et humilié à sortir de l'arène. Dès qu'il le put, Max rejoignit son capitaine à l'infirmerie et le trouva allongé sur un lit avec une poche de glace sur l'entrejambe. « J'ose à peine imaginer ce que tu ressens, et je me sens aussi coupable. Je n'aurais pas dû donner le couteau de lune à Sophia. » Entre 2 spasmes, Liam lui répondit. « Tu n'as fait que ce que je t'ai demandé, et je t'en suis reconnaissant. N'aie pas de regrets, car je n'en ai pas. » Sans répondre, Max s'assit aux côtés de son ami. La petite salle était pleine de potions, de pierres, de différentes couleurs et de pommades. L'endroit sentait bon. Il aperçut un tas de livres manuscrits sur une table et curieux se leva pour les parcourir. Il fut vite fasciné par les pages manuscrites qui, bien que difficiles à décrypter, racontaient les missions, les formations, les pouvoirs et les combats des protecteurs.
Dit une grosse voix. Tu fouines dans mes affaires, gamin. Désolé, s'excusa Max, impressionné par la carrure de JC. Je ne voulais pas. Tu t'intéresses aux livres et à l'histoire reprit JC plus doux, tout en fermant et écartant les livres de la vue du jeune protecteur. Oui, répondit Max, enthousiaste. Je m'intéresse à toutes les histoires et à tous les livres. Je peux vous emprunter un de vos livres? Non, désolé, gamin. Ces livres ne sont pas destinés à être lus. Ils sont destinés à être brûlés un à un. Brûlés? Mais c'est horrible, répondit Max, choqué. Vous ne pouvez pas les brûler, c'est un crime, ne faites pas cela, je vous en prie. Donnez-les-moi, j'en prendrai soin. Si, je les brûlerai et je le ferai avec une grande joie, le taquina JC. Max ne sut pas quoi répondre. Cet homme était fou. Il avait dû passer des années à écrire ses livres et il allait les brûler. Jamais, jamais il ne ferait une chose pareille. JC observa longuement le jeune garçon et lui souffla. Mais si tu le veux, tu pourras les réécrire à ton tour. Les réécrire? Comment ça? As-tu déjà entendu parler du protecteur sachant? Non, je ne crois pas. Alors peut-être que je t'en dirai plus bientôt. Ouvre bien tes oreilles au dîner de ce soir, gamin. Et maintenant, sors de mon infirmerie. Ton ami te rejoindra bientôt. JC lui fit signe de déguerpir et son geste et sa voix n'appelaient à aucune résistance. Lorsque Liam rejoint enfin les dortoirs, ces derniers étaient vides. Il observa les armes disposées au-dessus des lits. 3 armes par lit et par protecteur, bien rangées et visibles. Le couteau, puis l'épée recouverte du bouclier. Il remarqua les armes d'Hugo à côté de son lit et de celui de Max. Seuls les capitaines avaient des armes dites nobles, elles étaient faciles à repérer grâce au symbole. Liam accrocha son épée et son bouclier au-dessus de son lit, la place du couteau resta vide. Puis il s'allongea. Pendant que tous les autres apprentis faisaient connaissance lors du dîner, Liam, lui, s'endormit épuisé. L'ensemble du dortoir fut réveillé par une intense lumière blanche et un gong assourdissant. Liam se releva d'un bond désorienté et se cogna contre le torse d'un garçon penché sur lui. Il repoussa immédiatement l'assaillant et se mit en position de combat. « Pardon, je voulais juste voir de plus près ton épée, mais ma main a cogné sur quelque chose. » Liam se frotta les yeux. L'ensemble des apprentis protecteurs s'étaient regroupés autour du lit de Liam pour assister à la scène, Louise y compris. Le jeune guerrier de lumière s'assit sur son lit en frottant son crâne douloureux. Puis il releva la tête et finit par sourire à Hugo. « C'est mon bouclier, il est transparent et ne réagit qu'au contact. C'est lui que tu as heurté. Tiens, regarde. » Liam dévoila alors à Hugo et de ce fait à l'ensemble des spectateurs présents la particularité de son bouclier. « Voilà, c'est tout, conclut-il, espérant qu'il ait été assez poli et que leur curiosité ait été satisfaite. » Mais aucun des jeunes apprentis ne partit. En réponse au regard interrogateur de Liam, Max désigna du menton l'épée de lumière. « Tout le monde sait, la rumeur s'est propagée hier pendant le dîner. » Liam décrocha alors son épée et la tint à plat sur ses mains pour que tous puissent bien voir l'arc-en-ciel coloré sur le pommeau. « Je ne sais pas comment elle fonctionne encore, dit-il un peu penaud. « Personne ne le sait, répondit alors Louise. Seuls les guerriers de lumière le comprennent après leur initiation par le grand protecteur. Tu le sauras bientôt. » Liam croisa les yeux bleus de la jeune capitaine de la mer des rêves et ses joues s'empourprèrent. Les capitaines officiels entrèrent dans les dortoirs et mirent fin au conciliabule. L'apprentissage commençait et ils devaient s'habiller pour rejoindre la grande arène. Tranquillement assis, tous attendaient de prêter serment. Chaque apprenti devait s'avancer au centre pour le prononcer. Les apprentis capitaines désignés par la lumière devaient aussi présenter leurs armes et leurs symboles. La cérémonie promettait d'être interminable. Jamais on n'avait eu autant de protecteurs, enfin, presque jamais, mais il fallait toutefois respecter la tradition du serment, même si cela devait prendre toute la journée. Quand vint le tour de Liam, le grand capitaine confirma à tous son statut de guerrier de lumière. Après avoir décrit ses armes, Santo mentionna la perte du couteau. Liam se rassit, embarrassé par la gêne que cela provoqua dans l'assemblée. Max, à son tour, énonça les 2 serments. « Je fais le serment de servir la lumière et de protéger ses enfants au prix de ma vie. Je fais le serment auprès de mes frères et sœurs d'armes de garder nos enseignements et nos pouvoirs secrets. » Puis, se tournant vers JC, il ajouta « Je fais aussi le serment de suivre l'initiation du protecteur sachant, afin de conserver et de transmettre à mon tour la grande histoire et les connaissances de tous les protecteurs qui nous ont précédés. » Et la lumière s'en souvient, prononcèrent alors Santo et JC d'une même voix. 2 autres apprentis firent ce même 3e serment énigmatique. Dès qu'il se rassit à ses côtés, Max expliqua à Liam.
On n'a pas eu le temps d'en parler ce matin, mais hier soir, pendant le dîner, il nous a été proposé à tous de suivre l'initiation pour devenir le protecteur sachant. Le protecteur sachant demanda Liam. Le protecteur sachant est celui qui sait, celui qui connaît en détail toutes les techniques, toutes les histoires de toutes les batailles et de tous les capitaines protecteurs. Il est le plus instruit des protecteurs et celui vers qui tous se tournent pour savoir, comprendre et se rappeler. Puis il ajouta. L'initiation est longue et demande plus d'heures de travail, car je devrais suivre tous les cours des protecteurs, plus ceux de JC et sans garantie de résultat. Que veux-tu dire ? Nous sommes 3 à avoir postulé, mais un seul sera élu nouveau protecteur sachant. Pourquoi n'y a-t-il qu'un protecteur sachant ? Je ne sais pas encore, mais j'imagine qu'ils vont nous l'expliquer. Mais si le protecteur sachant meurt au combat ? Je sais, c'est étrange, conclut pensif Max, qui soupçonnait pourtant la réponse, mais ne souhaitait pas la prononcer à haute voix de peur d'avoir raison. Alors, tu vas retrouver tes livres, heureux ? En fait, je veux en écrire. La tradition est orale et nous allons écrire tout ce que nous racontera JC. Puis un jour, je crois que nous devrons les brûler. Je ne sais pas encore dans quoi je me suis embarquée, mais je suis heureux que notre ordre chérisse la connaissance et heureux de bientôt en savoir davantage sur notre passé. Peut-être que cela nous renseignera aussi sur la prophétie d'Anna ? Tu as bien fait, et je suis certain que tes nouvelles connaissances nous seront utiles à tous. Tu m'impressionnes, surtout que JC n'a pas l'air commode. Oui, c'est vrai, mais de ce que j'ai compris, il ne fera que parler. Enfin, je crois. La cérémonie prenait fin. La dernière à passer fut Louise, et Liam la dévisagea alors qu'elle prononçait ses 2 serments. Ses armes furent aussi nommées, le poisson, l'étoile et l'eau. Agile comme un poisson, scintillante comme le reflet de l'étoile sur l'eau, pensa Liam. Ses armes lui vont à merveille. Pendant les heures qui suivirent, les protecteurs en surent plus sur leur mission. Ils apprirent alors par Santo que l'ordre des protecteurs représentait la main ou le glaive de la lumière. Les guides en étaient l'esprit et les cilices des émotions le cœur. Le 4e ordre, celui des cilices de la terre, représentait lui le corps entier et l'univers manifesté par la lumière. De l'équilibre et de la cohérence des 3 premiers ordres, à savoir l'esprit, le cœur et la main de la lumière, dépendait le monde des cilices. Les 3 ordres des guides, des élus et des protecteurs devaient donc œuvrer chacun de leur côté et tous ensemble pour nourrir cet équilibre et faire se manifester la lumière en chacun d'entre nous. Les cilices de la terre faisaient alors fructifier cette harmonie, mais si nécessaire, elles œuvraient aussi à compenser les déséquilibres et renforcer le corps entier manifesté dans la nature qui nous entourait tous. Le monde dans lequel nous vivons, précisa Santo, qu'il s'agisse de ces fleurs, ces arbres, ces plaines, ces animaux, leur beauté et l'harmonie de nos communautés, tout cela dépend de l'équilibre qui règne entre les 3 ordres et au sein de chaque ordre, de notre esprit, de notre cœur et de nos actions qui doivent rester dirigées vers la lumière et la manifestation de la lumière. Nous vivons aujourd'hui dans un paradis accueillant, bienfaisant, nourrissant, riche et harmonieux. Mais si nous choisissons l'ombre, si nos esprits, nos cœurs et nos actions sont empreints de doute, de peur, de colère, notre monde pourrait bien évoluer vers le chaos, les maladies et les déséquilibres naturels comme il en existe chez les humains. Max était passionné par ses premières révélations. Il doutait toutefois d'être à sa place et se posait de plus en plus de questions sur l'ordre des guides notamment. Les protecteurs sont au service de la lumière et doivent toujours combattre l'ombre. Ils doivent aussi protéger le monde des cilices contre tous les êtres et les éléments qui viendraient apporter de l'ombre ou créer une disharmonie dans notre monde. C'est pourquoi ils protègent d'abord les voiles et les frontières avec le monde des humains, afin d'éviter que des énergies plus noires ou plus basses nous envahissent. Ceci est notre première mission, conclut alors Santo. Puis après un court silence, il ajouta bien distinctement. Les protecteurs doivent aussi combattre l'ombre au sein même du monde des cilices et éviter une domination d'un ordre sur les autres. Ils doivent toujours œuvrer à préserver l'harmonie et l'équilibre des pouvoirs. Cette mission consiste à révéler l'ombre parmi nos frères et nos sœurs cilices et combattre quiconque serait atteint par l'ombre et créerait des déséquilibres. Comment reconnaître l'ombre parmi les cilices elles-mêmes, pensa Liam. Mais cela ne leur fut pas expliqué. À la place, le grand protecteur fit une dernière révélation qui inquiéta et surprit tous les jeunes protecteurs. Si autant d'entre vous ont été élus protecteurs, c'est le signe que l'ombre guette et grandit à l'intérieur ou à l'extérieur de notre monde. Tous les capitaines en sont convaincus, ainsi que l'ordre des guides. C'est pourquoi votre entraînement sera plus dur, et c'est pourquoi la lumière a désigné parmi vous un guerrier de lumière. Tous se retournèrent immédiatement vers Liam, qui rougit. Liam se détendait sur la plage située à quelques kilomètres de la grande arène, laquelle se trouvait dans la communauté de la mer des rêves.
Liam y venait souvent avec Max depuis le début de leur entraînement pour se baigner et détendre leurs muscles endoloris. Aujourd'hui, il était seul car Max était occupé avec JC. Le jeune capitaine observait les vagues qui frappaient et effaçaient les immenses dessins tracés dans le sable par les cilices de la terre de la mer des rêves. Chaque jour, plusieurs d'entre elles venaient creuser délicatement le sable pour y former des symboles énigmatiques à ses yeux, mais aussi des images de poissons et de crustacés qu'il pouvait reconnaître aisément. Max s'était bien entendu renseigné sur les raisons de ces dessins, et ils avaient vite appris qu'ils servaient à protéger la mer du monde des scilies de la pollution créée par les humains dans leur dimension. Un groupe d'entre elles était justement en pleine création. Liam avait pu les observer, se déchausser, puis s'étirer dans leurs belles tuniques violettes. Les pieds nus au contact du sable s'étaient alors serrés les unes aux autres. Puis Liam les avait vus inspirer et expirer fortement de manière coordonnée, en étirant le haut de leur corps vers le sable et ensuite vers le ciel. L'ensemble ressemblait à un cœur violet qui battait. Après quelques pulsations, le cœur se dispersa et chacune effectua des mouvements puissants pour creuser le sable, mais d'une manière tellement élégante et souple qu'elle semblait danser. Hypnotisé, Liam avait profité du spectacle et du coucher de soleil, mais il devait rejoindre Santo pour sa première initiation. Il avait dû attendre longtemps cette première initiation, plusieurs semaines composées de dizaines de jours et de centaines d'heures d'entraînement intensif. Il ne se plaignait pas, car c'était ce dont il avait toujours rêvé. Mais depuis qu'il connaissait la prophétie, les heures de pratique qu'il faisait avant avec plaisir et insouciance avaient désormais un goût plus amer de devoirs à remplir et de dangers futurs à affronter. Tous les apprentis travaillaient dur, et il n'était pas seul à ressentir cette pression. Liam laissa donc les cilices de la terre à leur danse et courut rejoindre Santo. Il arriva essoufflé au centre de la grande arène. « Bonsoir Liam, va chercher ton épée et rejoins-moi en haut de la colline. » Une fois parvenu au sommet, Santo le fit asseoir face à l'horizon. « Je ne t'initierai pas, ni ce soir ni jamais, à ta mission de guerrier de lumière. » Liam avait du mal à comprendre. Avoir perdu, ou plutôt donné son couteau de lune, était-il un crime si horrible qu'on lui refusait son initiation? Santo s'expliqua. « Je ne t'initierai pas à ta mission de guerrier de lumière, tout simplement parce que je ne le peux pas. Depuis que tu as reçu ton épée, quelqu'un y a-t-il touché? Quelqu'un l'a-t-il prise dans ses mains ?» Liam réfléchit puis affirma que non. Santo lui demanda alors de lui remettre son épée. Lorsqu'il la reçut, Santo s'écroula la tête en avant sur le sol, entraîné par le poids de l'arme. « Reprends-la, s'il te plaît. L'épée est bien trop lourde pour moi. »« Mais elle n'est pas lourde, je vous assure, je peux la porter, » s'exclama Liam. « Pour toi, elle ne l'est pas. Pour moi et pour quiconque n'est pas guerrier de lumière, elle est impossible à porter, impossible à soulever. De ce que je sais, ton épée révèle l'ombre et la combat. Elle porte la vérité sur toute personne qu'elle touche. Et la vérité est trop lourde à porter pour ceux qui ne sont pas guerriers de lumière. » « Que savez-vous d'autre, Santo ? » ?»« Pas grand-chose, mon enfant, j'en ai bien peur. J'y sais non plus. Je ne comprends pas. Seul le guerrier de lumière sait comment son épée fonctionne. Et selon JC, son fonctionnement est différent selon le guerrier à qui elle est liée. Ce sont les seules connaissances qui ont été transmises aux protecteurs sachants et aux grands protecteurs. L'épée n'est apparue qu'une fois, il y a trop longtemps malheureusement. Je vais seulement t'aider à comprendre comment fonctionne ton épée. Que sais-tu d'elle ? Rien, avoua Liam. Elle ne t'a pas encore parlé ? Parler, que voulez-vous dire ? Les armes envoient des visions de leur passé à leur détenteur. Liam se souvint alors de la vision qu'il avait eue en touchant le bouclier de soleil. Non, elle ne m'a transmis aucune vision. Peut-être est-ce parce que tu ne l'as pas encore maniée, pensa tout haut Santo. Commençons donc par cela. Le grand protecteur tira alors sa propre épée et invita Liam à effectuer quelques passes. À mesure que leurs épées s'entrechoquaient, Santo ne cessait d'interroger Liam du regard sur l'apparition potentielle d'une vision. Santo décida de durcir le combat. Liam le sentit aussitôt et entreprit de se concentrer davantage pour éviter et parer les attaques du grand protecteur. Mais aucun signe d'aucune sorte n'apparut. Le grand protecteur baissa alors son arme, visiblement déçu. Liam l'était aussi. « Peut-être n'en suis-je pas encore digne, dit-il. »« Peut-être, répondit Santo. » Liam baissa les yeux et entreprit de ranger son épée quand un coup de pied reçu en plein torse le fit reculer d'un bon mètre. Santo l'attaquait à nouveau avec une détermination farouche. Le grand protecteur le fit basculer au sol tout en lui appuyant son épée sur la gorge. Liam avait lâché son arme pendant le second assaut.
La pression de Santo devenait trop forte, il ne parvenait plus à parler ni à respirer, il devait se dégager à tout prix. Il est fou, pensa Liam, il va me tuer. En tâtonnant, il put enfin récupérer son épée et porta un coup de pommeau sur le dos de son adversaire. Ce dernier desserra son étreinte. Liam en profita pour se dégager, se relever et se mettre en garde. Santo sur le sol grimaçait de douleur. Je l'ai frappé trop fort, pensa Liam. Santo, Santo, cria-t-il. Pas de réponse. Inquiet, Liam se mit alors à courir vers l'infirmerie, mais il s'arrêta à quelques mètres plus loin. Santo lui criait de revenir. Que s'est-il passé? Vous êtes blessé? Le grand protecteur se releva avec difficulté puis éclata de rire. Non, non, je vais bien, mais j'ai eu très peur. Je suis désolée si j'ai frappé trop fort, mais je ne pouvais plus respirer et... Non, non, tu n'as pas frappé trop fort, je ne parlais pas de cela. Je crois que je sais comment fonctionne ton épée. Enfin, je ne connais pas tout, mais disons que j'ai eu un petit aperçu d'un de ses pouvoirs. Liam s'approcha et écouta Santo avec attention. Quand ton épée m'a touché, j'ai eu une vision assez édifiante. Une vision de son passé? Non, une vision de mon passé, enfin une vision de ma part d'ombre. Ton épée m'a rappelé et révélé les parts d'ombre qui sommeillent en moi et plusieurs actions dont je ne suis pas fière, disons. Pourquoi je n'ai rien vu? Je ne sais pas, Liam, et à vrai dire, j'en suis plutôt heureux, ajouta Santo avec un petit clin d'œil. Sans révéler la nature des visions qui l'avaient assailli et paralysé quelques secondes, Santo décrivit le processus et ses sensations. Ton épée a le pouvoir de révéler à tes adversaires leur part d'ombre. Oui, mais à quoi cela me sert-il si je ne peux pas la voir? Je ne sais pas encore, mais réfléchissons-y tous les deux, chacun de notre côté. Va dormir, conclut enfin Santo. Demain, une autre dure journée d'entraînement t'attend. Liam s'endormit un peu confus avec un dernier coup d'œil sur le lit de Max, encore vide malgré l'heure tardive. Liam eut beaucoup de mal à sortir du lit. Sa nuit avait été remplie de rêves étranges dont Santo avait été le personnage principal. Il ne se souvenait que de bribes qui lui échappaient dès qu'il tentait d'en suivre le fil. Il se passa la main sur le front et tourna la tête vers le lit de Max. Ce dernier était encore endormi et respirait paisiblement. « Max, chuchota Liam, réveille-toi, il faut que je te raconte. » Mais Max grommela et lui tourna le dos. Voyant que tous les autres apprentis se levaient et se préparaient, Liam bouscula un peu son ami. « Max, il faut te réveiller, c'est l'heure. » Max finit par ouvrir les yeux et se redresser. « Je dois te parler après l'entraînement, c'est important. »« Hein, quoi ?» ?»« D'accord, dit Max, qui reconnectait doucement ses oreilles à son cerveau. « Allez, lève-toi et rejoins vite tout le monde pour la course du matin. »« Oh, la course, répondit Max dans une longue plainte. « Allez, dépêche-toi, sinon c'est le double du temps pour les retardataires. » Liam aurait voulu commencer à discuter avec Max, mais il savait que son ami détestait parler et courir en même temps. Et puis la tête épuisée qu'il arborait ne laissait aucun doute sur sa faible capacité à comprendre ce qu'il lui dirait. Il accéléra alors sa foulée pour finir la course avec le groupe de tête dans lequel se trouvaient Hugo et Louise. Ils l'accueillirent avec un grand sourire et le défièrent de faire la course jusqu'à la ligne d'arrivée. Liam, heureux de retrouver un peu d'insouciance, ne se fit pas prier. Alors qu'il était en tête avec Louise, Hugo, juste derrière eux, lui donna un bon coup d'épaule. Liam perdit l'équilibre et tomba dans les bras de Louise. Les deux capitaines roulèrent dans l'herbe et se relevèrent un peu gênés, juste à temps pour assister à la victoire d'Hugo. « Encore un tricheur, dit la jeune fille amusée. Vous ne savez pas gagner sans tricher, décidément. » Louise faisait bien entendu allusion à leur combat, le premier jour dans l'arène. « C'est que tu es très forte, répliqua Liam. Louise le dévisagea de ses grands yeux bleus pour savoir s'il pensait sincèrement ce qu'il disait. Il rougit. Elle conclut qu'il ne se moquait pas d'elle. Elle lui prit alors la main pour rejoindre Hugo et lui promit une belle petite vengeance. Le capitaine Green annonça le programme de la journée. « À partir d'aujourd'hui, nous allons consacrer vos matinées à un nouvel apprentissage, celui de l'énergie. » Il invita les jeunes protecteurs à s'asseoir pour assister à une courte démonstration avant le petit déjeuner. Louise s'installa à côté de Liam et lui souffla doucement. « J'avais tellement hâte qu'on commence, tu vas voir, c'est impressionnant. »« Tu connais cet entraînement ?» demanda Liam. « Oui, ma mère est protectrice et j'ai pu la voir des centaines de fois déplacer l'énergie. »« Déplacer l'énergie ? Oui, regarde, tu vas comprendre. » Les 7 capitaines se mirent en cercle et se figèrent. Tout est énergie. Chaque parcelle de votre corps, chaque parcelle de vos armes, du monde et du cosmos qui nous entoure, ainsi que toute chose que vous pouvez voir ou toucher. L'énergie est l'outil de la lumière pour construire le vivant et la matière. Ce matin, vous allez voir comment le son agit comme un pont naturel entre l'énergie et la matière, et comment très concrètement les sons agissent sur la matière et peuvent vous aider à guérir votre corps,
mais aussi à vous protéger et à vous rendre plus fort individuellement et collectivement. D'abord doucement, puis de plus en plus fort, les 7 capitaines prononcèrent ensemble un son rauque et chaud. Le mot « stream » résonna bientôt dans toute l'arène. Liam sentit des picotements remonter tout le long de son épine dorsale, ses pieds et ses mains. Il aperçut les cheveux de Louise se dresser. L'arène s'était remplie d'électricité statique. Il ne parvenait plus à distinguer les silhouettes des capitaines déformées par une sorte de voile de chaleur. JC et d'autres protecteurs officiels coururent en hurlant vers le centre de l'arène, armes dressées, prêtes à attaquer. Ce qu'ils firent, mais en vain. Leurs armes utilisées avec force et violence choquaient contre un dôme invisible, juste assez grand pour protéger les 7 capitaines. Le son s'évanouit et la démonstration fut terminée. Stream est le son de protection. Il existe 7 sons qui fonctionnent individuellement et collectivement pour renforcer votre force, votre protection, votre concentration, votre vision, votre action, votre guérison et votre vitesse. Vous apprendrez tous à les maîtriser. Le petit déjeuner fut en effet suivi d'une séance collective d'apprentissage du premier son, Stream. Chaque son demande un long apprentissage. Vous devez vous entraîner en binôme en dehors de nos sessions collectives. Louise proposa immédiatement à Liam de pratiquer avec elle. Liam fut incapable de refuser, surtout que Max était moins disponible avec son initiation de protecteur sachant. Le soir, Max lui confirma qu'il n'était pas du tout attristé et que de son côté, il s'était mis en groupe avec les 2 autres apprentis de JC, Yann et Laval. Vu leur différence d'emploi du temps, c'était logique, avait-il ajouté. D'ailleurs, je ne pourrai plus prendre mes repas du soir avec toi, en tout cas jusqu'à notre départ pour la fête de Brida. Nous allons les prendre avec JC pour accélérer notre initiation. Mais que voulais-tu me raconter ? Je te le dirai demain matin. On prendra des provisions, on mangera à l'écart du groupe. D'accord, répondit Max, je file. JC les fit asseoir confortablement autour d'un feu de camp et leur remit à chacun une grande couverture. Une Silly de la Terre vint leur apporter un repas chaud et débarrasser le dîner de JC qui avait pris de l'avance. Elle apporta aussi une herbe qu'il jeta dans le feu. La session commençait. Yann et Laval se dépêchèrent de sortir leurs livres pour noter chacun des mots que JC allait formuler. Ils avaient déjà rempli 3 livres et ils allaient commencer le 4e. Max s'était assez vite aperçu qu'il lui était impossible de se concentrer sur les paroles de JC et d'écrire en même temps. Il avait donc décidé de ne rien prendre en note pendant les sessions et de passer ensuite 2 heures à tout retranscrire. Il se couchait donc beaucoup plus tard que tout le monde et il craignait de ne pas tenir ce rythme. Mais la fête de Brida approchait. Un petit mois à tenir, pensa-t-il. Il devait pouvoir le faire, en tout cas il l'espérait. Lydia, la Silly de la Terre, revint bientôt pour leur servir une tisane. JC fit alors une courte pause. Ils étaient à mi-session, les apprentis étaient invités à poser leurs questions. Généralement, les questions étaient peu nombreuses, car les histoires de JC étaient si détaillées qu'il ne restait aucune zone d'ombre. Le récit de l'histoire des protecteurs, de leurs techniques et de leurs combats était fait selon une chronologie inversée. Des événements les plus récents aux plus anciens. Les histoires des 2 derniers millénaires étaient remplies de combats plus ou moins intenses avec des humains intrusifs et d'informations précieuses sur les pouvoirs des protecteurs. Ce soir-là, JC racontait un événement vieux de 2000 ans qui n'avait rien de commun avec tout ce qu'ils avaient entendu jusqu'à maintenant. Ses auditeurs intrigués voulaient en savoir plus. Yann et Laval ouvrirent le bal avec la même question. Il y a donc plus de 2000 ans, tous les enfants ont été élus protecteurs comme aujourd'hui ? Oui, répondit JC. Max posa alors la question qui le tracassait depuis longtemps. Parmi les élus à cette époque, y avait-il aussi une Silly de la sagesse ? JC releva les sourcils, surpris, but quelques gorgées de tisane et regarda Max dans les yeux. Oui, la jeune fille s'appelait Minerva. Elle fut élue par la lumière, Silly de la sagesse. Yann et Laval furent étonnés de cette révélation. Max comprit qu'ils n'avaient pas été informés de l'élection de Sophia dans leur communauté. « Qu'est-ce qu'une Silly de la sagesse ?» demanda alors immédiatement Yann. « La plus puissante de toutes les Silly. Elle possède tous les pouvoirs liés aux émotions. » Yann et Laval étaient bouleversés par une telle information et s'évertuaient visiblement à choisir et formuler dans leur tête les nombreuses questions qui les assaillaient. Max, lui, n'en avait qu'une en tête, qu'il posa directement. La désignation de tous les enfants comme protecteurs et l'élection de Minerva comme Silly de la sagesse sont-elles liées ? Une nouvelle fois, JC souleva les sourcils, surpris par la pertinence de la question de Max. Dans toute l'histoire connue, la désignation d'autant d'enfants comme protecteurs est survenue 2 fois. Il y a plus de 2000 ans et aujourd'hui, et à ces 2 reprises, une Silly de la sagesse a aussi été élue.
Nous avons nous aussi une Cili de la sagesse, cria presque Laval en recrachant une gorgée de sa tisane dont une partie survola le feu de camp pour atterrir sur la barbe de JC. Oui, elle s'appelle Sophia, dit JC en nettoyant sa barbe et en adressant un regard noir à son apprenti. Yann et Laval oublièrent alors les consignes de JC et s'empressèrent de poser plusieurs questions sur Sophia et sur ce qu'il s'était passé plus de 2000 ans auparavant. N'oubliez pas que les questions ne doivent porter que sur les histoires racontées et non celles à venir. Gardez donc vos questions et posez-les uniquement si le récit qui s'ensuit n'y répond pas. Une autre question brûlait les lèvres de Max, mais lui aussi devait attendre. Il voulait savoir si un guerrier de lumière avait aussi été élu. JC remit une poignée d'herbe dans le feu et reprit son récit avec la formule habituelle. Ce que vous entendrez de moi, le sachant parmi les protecteurs, et ce que j'ai entendu de mon prédécesseur, qu'il a lui-même appris de son prédécesseur, et d'un autre avant cela, jusqu'au protecteur sachant, qui a lui-même vécu et raconté cette histoire de notre passé. Ce n'est pas l'histoire, mais les connaissances propres aux protecteurs qui vous sont partagées ce soir. Puis il reprit son exposé. À cette époque, tous les enfants âgés de 13 ans furent désignés protecteurs, et parmi les élus, une Cili de la sagesse fut révélée. Son nom était Minerva. Parmi les 7 nouveaux capitaines des 7 communautés, Ricardo, capitaine de la mer des rêves, découvrit ses armes. Le couteau de lune, le bouclier de soleil et l'épée du poisson. La désignation d'un aussi grand nombre de protecteurs et d'une Cili de la sagesse fut accueillie comme une bénédiction par l'ensemble du monde des Cili. À cette période, les guides et les élus franchissaient encore librement les voiles pour visiter le monde des humains et supporter leur évolution. Ils les visitaient cachés parmi eux pour les guides et toujours invisibles pour les élus. Notre grand protecteur, Paul, fut appelé un jour pour assister au Grand Conseil des Ordres. Le Grand Conseil des 4 ordres avait été convoqué par Trio, le grand guide, car Minerva avait commis un acte puni par nos lois. Minerva avait recueilli un homme dans le monde des Cili. Paul s'y rendit avec le protecteur sachant, Javier, et leur furent exposés les faits suivants. Minerva avait transporté l'être mourant à travers les voiles et l'avait guéri. Cela était contraire aux lois de notre monde, et Trio demanda que celui-ci retournât parmi les siens. Minerva s'y opposa et fut soutenue par l'ordre des élus dont elle avait été nommée grande prêtresse. La Cili de la sagesse expliqua que l'homme était un réfugié, qu'il risquait sa vie en retournant dans son monde. Il avait une vibration énergétique semblable à la nôtre. Paul observa en effet que ce dernier pouvait pratiquer le voyage astral et la guérison. Ses paroles étaient sages et il connaissait la lumière. Une longue discussion s'ensuivit car les guides argumentaient que même si l'individu était plus élevé que ses congénères, il n'appartenait pas de naissance au monde des Cili et que la lumière lui avait choisi un destin dans le monde des hommes. En le guérissant et en le transportant dans notre monde, Minerva avait changé son destin, ce qui constituait un crime passible du bannissement. Le grand protecteur n'avait pas pris de décision et écoutait les arguments de chacun. Trio accusait alors Minerva d'être tombée amoureuse de l'humain et d'avoir donc enfreint plus d'une règle, en se montrant et en tombant amoureuse de lui, en le sauvant de son destin et enfin en l'emportant pour qu'il vécût parmi les Cili. C'était une chose qu'aucune Cili n'avait jamais vue ou faite auparavant. Minerva avoua qu'elle ressentait bien de l'amour pour lui, mais que sa décision avait été motivée par une autre raison, plus impérieuse. Elle expliqua alors au Grand Conseil que le monde des humains, s'il regorgeait d'ombre, était aussi rempli de beauté et d'amour, que leur société remplie de guerre, de peur et de colère avait aussi donné naissance à des êtres bénis par la lumière, que les Cili devaient protéger et accueillir, que nous étions tous des enfants de la lumière, Cili ou humains, et que nos deux mondes étaient liés. L'ombre continuait de s'installer siècle après siècle dans le monde et le cœur des hommes, disait-elle, et cela malgré tous les efforts des guides et des élus. En peu d'années, par ses seuls efforts et son enseignement, cet individu, affirmait-elle, y avait apporté plus de lumière que beaucoup d'entre nous avaient pu le faire en plusieurs siècles. Elle répéta que les voiles qui séparaient nos deux mondes n'étaient que des voiles franchissables. Si la lumière avait voulu séparer les Cili des humains, elle n'aurait pas mis de voiles, mais des murs, argumentait Minerva. Et elle ne nous aurait pas donné pour mission ancestrale de les aider et d'élever leur esprit. Nos règles, ces règles qu'elle avait enfreintes, n'avaient pas été édictées par la lumière, mais seulement par les Cili à travers les âges. Et ces règles ne devaient plus être, disait Minerva. Car l'ombre, ajoutait-elle, grandissait dangereusement dans le monde des hommes, et, elle en était persuadée, ne tarderait pas à envahir aussi le monde des Cili si rien n'était fait. Minerva demanda alors au Grand Conseil des Ordres de ne plus repousser les personnes pacifiques qui franchissaient les voiles. Nous devrions les accueillir, continuer à les élever et en faire des alliés pour combattre l'ombre dans nos deux mondes. À la surprise de Paul, mais aussi de Trio, 2 guides se rallièrent à la cause de Minerva.
Ces deux guides franchissaient souvent les voiles et avaient trouvé plusieurs apprentis humains qu'ils jugeaient dignes de la lumière et dignes d'être des alliés. Ce fut une autre révélation et un autre choc pour l'Assemblée. Les Scillis de la Terre étant neutres et les avis partagés, la décision était donc désormais dans les mains de notre grand protecteur et tous attendaient. Paul demanda à s'entretenir avec ses capitaines avant de prendre une décision qui changerait à coup sûr le destin du monde des Scillis. Ce qu'il fit. Malheureusement, les avis étaient partagés et en tant que grand protecteur, il dut trancher seul. Il faisait nuit quand Paul et les capitaines revinrent à la table du Grand Conseil. La salle était éclairée par des centaines de petites lucioles. Paul s'assit et s'exprima ainsi. Le premier rôle des protecteurs est de combattre l'ombre, et comme capitaine, je me dois aussi d'être ouvert à de nouvelles stratégies en ce sens. Tous les élus, une Scilli de la sagesse et deux guides pensent qu'une nouvelle stratégie doit être appliquée. Je suis donc d'accord pour l'essayer. Toutefois, les règles sont importantes, et quelle que soit leur origine ou leur raison, ces règles ont permis de protéger notre monde depuis des millénaires. Je ne peux pas, en tant que grand protecteur du monde des Scillis, oublier notre autre mission, qui est celle de protéger notre monde de l'ombre apportée par les humains. Je ne peux donc pas voter pour supprimer ces règles, en tout cas pas aujourd'hui. Je vote donc pour accepter des exceptions à nos règles jusqu'à ce que ces exceptions démontrent leurs résultats. Je propose au Grand Conseil d'accepter la venue de plusieurs hommes, du moment qu'ils sont pris en charge par les élus ou les guides, qui devront être garants de leur comportement. Si un seul d'entre eux apporte l'ombre parmi nous, nous mettrons fin à cette période d'exception. Après un silence, JC conclut. La session de ce soir est terminée. Nous continuerons demain. JC savait toujours où et comment finir son récit pour garder son auditoire captif, pensa Max. Allez vous coucher, dit-il. Alors que les trois garçons marchaient en direction des dortoirs, Lydia interpella Max et lui remit un sachet avec des herbes. Prends cela chaque matin, cela te redonnera de l'énergie. Merci, mais pourquoi me donnes-tu cela? Je te vois le soir écrire tes livres seul dans les cuisines. Je sais que tu ne dors pas beaucoup. Ces herbes t'aideront à tenir encore quelques semaines, mais pas plus. Après cela, ton corps te lâchera et te forcera à dormir. Avant de prendre le chemin des cuisines, Max se tourna une dernière fois vers le feu de camp. Il vit JC prendre 2 livres, les caresser, les respirer, en lire plusieurs pages au hasard, puis d'un geste rapide les jeter au feu. Il l'avait déjà vu faire et n'en était plus choqué. S'il chérissait toujours autant les livres et redoutait de devoir faire ce geste un jour à son tour, il avait désormais compris toute la beauté de la transmission orale, et toute son utilité aussi. Car ce que Sophia n'avait pu obtenir à cause du sortilège qui bloquait les livres de son temple, il avait pu y avoir accès en partie grâce à des centaines de protecteurs sachants. Non, ce n'est pas Vaïa, c'est Voya. Tu dois laisser glisser le V puis le O jusqu'à atteindre ton second souffle, puis prononcer ensuite le Ya en ouvrant bien ta bouche jusqu'à expulser tout l'air de tes poumons. C'est le 3e son que nous apprenons, tu devrais maîtriser la technique maintenant. Louise corrigeait Liam encore une fois un peu agacée. Liam n'était pas trop à ses exercices depuis que Max lui avait raconté la suite et fin de l'histoire de Minerva, Scilli de la sagesse, vaincue par Ricardo, un capitaine possédant les mêmes armes que lui, mis à part son épée. D'ici quelques jours, ils se rendraient tous à la fête de Brida, et il aurait voulu pouvoir tout raconter à Sophia. Mais son serment l'en empêchait. Il avait repensé toute la nuit au récit détaillé que lui avait fait Max, et il ne comprenait toujours pas comment les élus et les protecteurs en étaient arrivés à se combattre les uns et les autres. Et cela à cause de ces idiots d'humains. Max lui avait dit que l'accueil de plusieurs groupes d'entre eux avait fait grandir l'ombre dans leur monde, et que les querelles avaient augmenté parmi les Scillis. Pire, certains élus avaient même été déclarés disparus, et d'autres Scillis avaient été retrouvés tués. En l'absence de Minerva, qui passait tout son temps dans le monde des hommes, Trio et Paul avaient décidé d'emprisonner toutes les personnes accueillies jusqu'alors et de statuer sur leur sort. Les élus avaient protesté, et une forte tension régnait quand Minerva était revenue. La Scilli de la sagesse apprit que ses protégés avaient été faits prisonniers, et parmi eux le premier qu'elle avait soigné et accueilli, celui qu'elle aimait. Elle exigea immédiatement leur libération, mais Paul et Trio refusèrent en arguant que sa stratégie avait échoué et qu'elle devait le reconnaître. Les humains étaient dangereux et connaissaient désormais leur existence. Il était folie de laisser un aussi grand groupe vivre parmi les Scillis, mais aussi de les laisser retourner parmi les leurs au risque qu'ils révélassent leur existence. Le Grand Conseil statuerait sur leur sort, mais Trio annonça à tous qu'ils demanderaient l'effacement. L'effacement consistait à effacer tous leurs souvenirs,
tout ce qu'ils étaient et à les conduire entre les mondes, entre les voiles, où ils seraient perdus à jamais, incapables de trouver leur chemin vers les hommes ou vers les Scilly, avait alors dit Max à Liam. Minerva tenta de parlementer en vain et décida finalement de les libérer. Elle les fit sortir une nuit de leur prison pour les confier aux 2 guides alliés. La troupe allait franchir les voiles quand ils furent rattrapés par les autres guides et les protecteurs. Trio lança plusieurs sortilèges pour les empêcher de franchir les frontières, mais Minerva parvint à les protéger. Tous sauf un groupe de 3 restaient à l'écart. Une femme, un vieil aveugle et celui aimé de Minerva qui aidait les 2 autres à avancer. Ce dernier fut tué, touché par le sortilège de Trio. Minerva attaqua Trio folle de rage et de douleur. Paul le protégea et fut alors tué à son tour. Tous les protecteurs s'acharnèrent sur Minerva, qui se défendit et contre-attaqua jusqu'à ce que la troupe pût franchir les voiles. Plusieurs protecteurs furent blessés, quelques-uns tués. Alors qu'un des éclairs allait frapper Ricardo, son bouclier sonna et fit rebondir la foudre sur Minerva. La Scilly de la sagesse, qui était en lévitation, tomba, et Ricardo lui lança son couteau de lune. Quand le capitaine de la mer des rêves accourut, Minerva avait disparu. Seul le couteau de lune gisait à terre ensanglanté. Trio et les autres guides renforcèrent les voiles, et il fut interdit aux guides de les franchir à nouveau. Ricardo fut élu grand protecteur et succéda à Paul. On n'entendit plus jamais parler de Minerva. Et de ce que Javier raconta, Trio et les autres guides jetèrent un sort sur le temple de la sagesse. La paix revint entre les élus et les guides, et Trio accepta que les élus continuassent leur mission dans le monde des hommes. Ils ne pouvaient s'opposer à cette mission donnée par la lumière. Mais l'harmonie ne régnait plus au sein des 3 ordres, et le monde des Scilly changea. Si bien entendu quelques êtres parvenaient encore à franchir les voiles, ils étaient beaucoup moins nombreux et immédiatement ramenés dans leur monde. Fin du chapitre 9. Chloé, passage 5. Cela faisait 3 journées humaines que Sophia avait passées auprès de Chloé, et elle n'était pas du tout certaine d'avoir pu aider la jeune fille. Déjà 3 heures pour nous. J'ai bien peur de ne pas rentrer avant un bon moment, pensait Sophia. Je ne serai pas toujours auprès d'elle et le coup des papillons ne va pas fonctionner éternellement. Chloé avait fait disparaître toutes les écritures sur son corps et s'apprêtait à retourner à l'école. La Provence avait clos les votes la veille à minuit. Bien entendu, Chloé avait veillé tard pour comptabiliser elle-même les votes et elle n'avait pas gagné. Elle avait fini 2e cependant, à quelques voix du premier. Un bon d'achat de 400 € à la clé. Tous les commentaires haineux avaient été supprimés et les forums fermés. Seuls apparaissaient les messages encourageants et Chloé avait enfin pu les lire tranquillement. Parfois un simple merci ou une émoticône arc-en-ciel. Beaucoup de messages provenaient d'enfants de son âge qui la remerciaient pour la justesse de ses mots. Le rédacteur en chef de la Provence lui avait envoyé un email personnel de félicitations. Il avait tenu à s'assurer que Chloé allait bien et à la rassurer. Les messages bêtes et méchants étaient fréquents sur les réseaux sociaux. Chloé n'avait encore rien dit à sa mère. Elle voulait d'abord lui montrer le bon d'achat. La surprise de cette bonne nouvelle la convaincrait peut-être de lui acheter un nouvel ordinateur, même si un petit supplément était nécessaire. Tout alla bien, pour ainsi dire, jusqu'à l'arrivée du bus. Sophia sentit une boule énorme d'angoisse l'assaillir. Elle n'était pas sûre de savoir s'il s'agissait de l'angoisse de Chloé ou de la sienne, mais cela voulait dire qu'elles étaient désormais connectées. « Vas-y, monte et ne te laisse pas faire », l'encouragea Sophia. Comme si elle l'avait entendu, Chloé prit une grande inspiration et grimpa dans le bus. Sophia la suivit et chercha immédiatement des yeux la petite bande de harceleuses. Elle découvrit les 3 filles au fond du bus, occupées à surfer sur leur téléphone portable en ricanant. L'une d'elles montra Chloé du doigt et leurs rires se renforcèrent. Mais aucune n'insulta Chloé pendant le trajet. À la descente du bus, seule Isabelle s'arrêta devant Chloé pour la regarder fixement avec mépris. Peut-être vont-elles se calmer, pensa Sophia optimiste. La journée se déroula sans accroc. Sophia surveillait à la fois Isabelle, Peggy et Victoire qui ne décrochaient pas de leur téléphone portable, et Chloé dont l'aura se colorait d'un peu de jaune. Sa professeure, Madame Vermeil, et la directrice de l'école la félicitèrent et lui remirent le bon d'achat récupéré le matin à l'hôtel de ville. Sur la liste des magasins où le prix de Chloé était valable, plusieurs vendaient des ordinateurs portables. Chloé semblait apaisée. Sophia, cependant, n'était pas dupe. Sa mission ne serait terminée que lorsque l'aura de Chloé laissera apparaître un beau rouge éclatant, et ce n'était pas encore le cas. Son aura restait beaucoup trop sombre, malgré le jaune naissant qui venait l'éclaircir ici et là. Il y avait quand même du progrès.
La mère de Chloé fut extrêmement fière de sa fille lorsqu'elle lui expliqua comment elle avait gagné ce chèque cadeau. « Tu devrais publier ton poème et ton prix sur ton blog, Chloé, l'encouragea-t-elle, trop heureuse de voir enfin sa fille sourire. « Mais c'est un blog de dessin, maman. »« Et alors, c'est un blog de tes créations ? Tu devrais en être fière, je le suis, moi. Je vais le relire d'ailleurs et le faire encadrer. » Chloé raconta alors à sa mère qu'un extrait de son poème figurait sur le mur de la conseillère. « Je suis tellement fière, tellement heureuse, répéta-t-elle. Vas-y, ouvre ton blog et nous allons le faire ensemble. En fait, tu sais, je te l'avais dit, mon ordinateur rame beaucoup, alors cela va prendre du temps. Tu sais, je t'en avais parlé. Oui, je vois très bien de quoi tu parles. D'ailleurs, j'imagine que tu sais déjà comment utiliser ton bon d'achat. En confiance, Chloé expliqua alors à sa mère qu'elle avait repéré un ordinateur portable d'occasion dans l'un des magasins de la liste. Il n'y a pas beaucoup à ajouter, un peu moins de 100 €, et tu pourras le considérer comme une avance sur mon argent de poche, ou sur mon anniversaire, et même sur Noël. D'accord, lui dit sa mère en riant. Cela doit pouvoir se faire. J'en parle à ton père au téléphone ce soir dès que tu lui auras annoncé la bonne nouvelle. Chloé, suivie de Sophia, courut dans sa chambre prendre son ordinateur et l'ouvrit dans la cuisine devant sa mère. Mais à l'instant où la page I don't belong here.blog.pr apparut, la jeune fille se mit à trembler. Alors que d'habitude, elle n'avait qu'une dizaine de visites tout au plus, son blog comptabilisait plus de 100 visites en une journée. Chloé passa en revue tous les visiteurs et presque toute sa classe apparaissait sous des pseudos et photos reconnaissables. Il n'y avait qu'une dizaine de messages haineux, mais tous ses camarades les avaient likés ou commentés avec LOL et MDR. Il n'y avait aucun modérateur pour supprimer les messages, et ses camarades se raillaient d'elle et de ses dessins. Elles avaient transformé son merveilleux blog, sur lequel elle avait passé des heures, son abri à elle, en une lapidation dans une cour de récréation virtuelle. Quand la jeune blogueuse s'aperçut que de nouvelles insultes apparaissaient chaque seconde, elle referma immédiatement son vieil ordinateur portable et le jeta violemment sur le sol de la cuisine. Sa mère cria et se précipita sur sa fille. « Qu'y a-t-il, tu t'es blessée ?» Muette, Chloé restait prostrée, ses mains dans les poches, triturait nerveusement ses stylo-billes. « Les fourbes, pensa Sophia. Elles ont préparé leur coup toute la journée. Cela n'en finira-t-il donc jamais ? Fin de Chloé, passage 5. Retrouvez tous les autres chapitres en podcast sur ceuxquitraverselesmondes.fr et commandez le livre en format Kindle ou broché sur Amazon. À très bientôt.